Dans la nuit la plus calme de la mer Noire, alors que les vents semblaient s'être tus et que la base aérienne de Belbek paraissait plongée dans une tranquillité irréelle, une suite d'événements s'est mise en marche, marquant peut-être l'un des tournants les plus décisifs du conflit. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Pourtant, derrière les collines et les abris bétonnés, des capteurs s'activaient, des signaux faibles se croisaient et, quelque part, dans l'obscurité, une série de moteurs se mettait en marche. Ce qui allait se dérouler en quelques minutes changerait le cours d'une bataille dont peu imaginaient encore l'ampleur. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer la suite, car ce que vous allez entendre défie toutes les prévisions établies. Tout commença par une lueur. À l'est de Sébastopol, dans l'obscurité dense d'un ciel sans lune, une série d'éclairs zébra l'horizon. Ce n'était pas un orage, ce n'était pas un exercice. C'était un tir réel, précis, calculé. Des systèmes de roquettes multiples BM-27 Uragan d'une valeur d'1 million de dollars pièce venaient d'ouvrir le feu, visant les positions ukrainiennes présumées près du front sud. Les sifflements des roquettes déchirèrent le silence, plongeant la zone dans un chaos d'étincelles et de flammes. Mais cette fois, l'attaque n'allait pas surprendre les défenseurs. Car quelques secondes avant le premier impact, un essaim de drones ukrainiens, parmi lesquels les Bayraktar TB2, valant chacun 5 millions de dollars, détecta l'origine des tirs. Leurs capteurs thermiques et optiques repérèrent la signature des lanceurs russes. En moins de 10 secondes, les coordonnées étaient transmises à 2 pièces d'artillerie automotrice 2 S3, chacune estimée à un demi-million de dollars, et aux équipes Stugna P, équipées de missiles antichars à 60 000 dollars l'unité. Les ordres fusèrent, les canons pivotèrent, et presque instantanément, les contre-tirs se déclenchèrent. Ce fut une réponse d'une précision chirurgicale. Le ciel se mit à trembler. Des explosions résonnèrent sur des kilomètres. Dans la brume de l'aube, la base de Belbek s'embrasa de l'intérieur. Ce qui ressemblait encore la veille à un bastion imprenable devint soudainement un champ de bataille mouvant, saturé de drones, d'éclats métalliques et de feux croisés. Les chars T-64 BV, d'une valeur de 200 000 dollars chacun, se mirent en mouvement, avançant lentement à travers les taxiways jonchés de débris. Au-dessus d'eux, les MiG-29, estimés à 30 millions l'unité, décrivaient des cercles, prêts à intercepter toute tentative de riposte aérienne. Pourtant, l'élément le plus redoutable ne venait pas du ciel, mais du sol. De petits robots d'assaut autonomes, coûtant environ 50 000 dollars chacun, se déployaient silencieusement, longeant les hangars et les voies de service. Leur objectif ? Placer des charges de démolition sur les portes blindées, couper les communications internes et ouvrir la voie à l'infanterie. Les premières explosions retentirent dans un souffle étouffé, déchirant les abris. À mesure que les blindés ukrainiens progressaient, la résistance russe s'intensifiait, mais chaque tentative de regroupement était brisée par la coordination entre drones et missiles sol-sol. L'intensité de la scène était presque irréelle. Des flammes montaient, des ombres couraient entre les bâtiments, et les drones, comme suspendus dans le ciel, diffusaient en temps réel les coordonnées aux batteries d'artillerie situées à des kilomètres. En quelques minutes, la moitié sud de la base fut paralysée. Les dépôts de carburant en feu, les systèmes de communication brouillés, les défenses au sol neutralisées. La bataille de Belbek venait de commencer, mais ce n'était qu'un prélude à une opération d'une ampleur encore insoupçonnée. Avant de poursuivre, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez cette vidéo. Le monde est vaste, mais peut-être êtes-vous plus proche de ce conflit que vous ne le pensez. Si vous aviez déjà suivi nos précédents reportages sur les frappes de drones ukrainiens en profondeur, vous savez que ce genre d'attaque ne se joue pas à l'improviste. Elle repose sur une stratégie lente, méticuleuse et surtout coordonnée. Ce qui allait suivre allait le prouver de la manière la plus spectaculaire possible. Lorsque la fumée commença à se dissiper au-dessus des réservoirs en feu, un grondement plus lourd retentit. Du nord de Belbek, plusieurs hélicoptères russes Mi-24, d'une valeur de 30 millions chacun, se mirent à décoller. Leur mission ? Arrêter la progression ukrainienne avant qu'elle ne s'enfonce davantage dans la base. Leurs rotors battaient l'air brûlant, soulevant des colonnes de poussière et de débris. Mais déjà, le piège était tendu. Les MiG-29 ukrainiens restaient en alerte à 12 000 pieds, prêts à intercepter tout appareil hostile. En contrebas, les Bayraktar TB2, toujours en vol stationnaire, verrouillaient leurs caméras sur les nouveaux signaux thermiques. Chaque hélicoptère était désormais une cible mobile.
À peine les appareils russes avaient-ils quitté le sol qu'une nuée de drones FPV, chacun coûtant environ 100 000 $, s'élança depuis des positions dissimulées. Leur vitesse, leur précision et leur trajectoire calculée firent le reste. L'un d'eux explosa sous le rotor arrière d'un Mi-24, envoyant l'appareil en vrille dans la végétation. Un autre frappa le flanc gauche d'un second hélicoptère, forçant son pilote à un atterrissage d'urgence près d'un camion-citerne. L'explosion qui s'ensuivit illumina tout le périmètre sud. Les équipes Stugna P, postées le long des routes de service, reçurent aussitôt les coordonnées des autres cibles. En quelques instants, 2 missiles traversèrent l'air, atteignant un 3e hélicoptère avant même qu'il ne puisse ouvrir le feu. Le ciel de Belbek devint un piège. Les pilotes russes comprirent qu'ils entraient dans une zone mortelle. En moins d'un quart d'heure, toute tentative d'appui aérien fut abandonnée. L'espace aérien était désormais sous contrôle ukrainien total. Ce n'était pas une déclaration officielle, mais une réalité de terrain, construite par la coordination des drones, des chasseurs et de l'artillerie. Belbek n'était plus seulement assiégée, elle était isolée. Les communications vers l'extérieur se raréfiaient, les renforts ne pouvaient plus décoller. La base était coupée du monde, silencieuse, comme suspendue avant la tempête suivante. Et pourtant, ce n'était encore que le début. Dans la deuxième partie, nous dévoilerons comment cette supériorité aérienne allait être exploitée pour mener une opération audacieuse jusque dans les profondeurs souterraines de la base. Restez avec nous, abonnez-vous et préparez-vous à découvrir la suite de cette histoire qui, désormais, appartient déjà à l'histoire. Alors que les dernières flammes de la première attaque s'éteignaient lentement sur les pistes déformées de Belbek, un silence presque sacré s'installa. Mais ce silence n'était pas celui du répit, c'était celui qui précède une décision fatale. Les capteurs ukrainiens continuaient de tourner. Les flux vidéo des drones s'enchaînaient sans interruption, révélant l'ampleur exacte du désastre infligé aux défenses russes. Dans les bunkers encore intacts, les officiers tentaient frénétiquement de rétablir le contact avec leurs unités éparpillées. Mais l'écran principal du poste de commandement, celui qui liait autrefois Belbek au reste du dispositif en Crimée, était désormais noir. Les Ukrainiens avaient pris le contrôle du ciel, et désormais, ils allaient descendre sous terre. La supériorité aérienne n'était qu'un prélude à quelque chose de plus ambitieux, un assaut direct contre le cœur même du commandement russe enfoui sous des mètres de béton. Les signaux électromagnétiques commençaient à se brouiller. Les opérateurs russes déclenchèrent des systèmes de guerre électronique Trasuka, d'une valeur de 3 millions de $, pour tenter de paralyser les communications et les guidages adverses. En surface, les antennes pivotaient lentement, émettant un champ de brouillage puissant censé aveugler les capteurs ukrainiens. Pourtant, à chaque seconde, la riposte électronique s'adaptait. Les véhicules ukrainiens de guerre électronique, chacun estimé à 8 millions de $, se mirent à émettre des signaux à fréquence sautante, perturbant à leur tour les radars russes. De minuscules robots terrestres, pas plus grands qu'un sac à dos, assurèrent le relais des ordres en terrain brouillé. Chaque message, chaque coordonnée, chaque plan de tir passait désormais par ce réseau miniature, résistant au brouillage, indépendant des liaisons satellites. Le champ de bataille devint alors un duel invisible. Dans les airs, des drones russes de reconnaissance post-R5 tentaient de localiser les positions ukrainiennes, mais leurs transmissions étaient interceptées, falsifiées, redirigées vers des cibles fantômes. Pendant que Moscou croyait observer des unités ukrainiennes à des kilomètres de là, c'était en réalité ses propres zones défensives qui étaient visées. Le brouillard de guerre prit une dimension numérique. Les MiG-29 ukrainiens, en patrouille constante, perdaient parfois le contact radar, mais leurs pilotes avaient appris à naviguer dans cette cacophonie électronique. Ils se faufilaient entre les zones de brouillage, corrigeant leur trajectoire grâce aux signaux des drones au sol. L'armée ukrainienne avait transformé le chaos en un avantage tactique. Les Russes tiraient sur des illusions, pendant que les véritables forces avançaient lentement, implacablement. Dans les profondeurs de Belbek, les bruits de pas résonnaient dans les tunnels. Des sapeurs ukrainiens progressaient mètre après mètre. Devant eux, de petits robots de déminage avançaient, leurs caméras projetant des images tremblées des couloirs. Les explosions au-dessus faisaient tomber la poussière des plafonds, mais la progression ne s'arrêtait pas. Derrière eux, des ingénieurs et des soldats d'assaut, armés de fusils automatiques et de charges creuses, se préparaient à ouvrir les dernières portes blindées. Les ordres étaient clairs. Neutraliser, non pas détruire. La mission n'était pas de réduire Belbek en ruine, mais de la conquérir, de la faire passer sous contrôle opérationnel complet.
Les drones en vol stationnaire, comme des yeux suspendus au-dessus du champ de bataille, guidaient chaque pas. Les images thermiques révélaient les poches de chaleur, les zones encore actives, les bunkers habités. À chaque identification, l'artillerie 2S3 ajustait son tir, non pas pour anéantir, mais pour sceller. Les tirs de précision visaient les entrées secondaires, effondrant les tunnels sans provoquer d'explosion massive. La discipline du tir témoignait d'une stratégie maîtrisée. À des kilomètres de là, les officiers ukrainiens observaient sur des écrans la carte de la base se transformer lentement. Zone après zone, le rouge cédait la place au vert. À ce stade, la résistance russe tenta une ultime manœuvre. Des chars T-72B3 et des véhicules blindés BTR-82, restés dissimulés dans les hangars nord, se mirent en mouvement. Ils sortirent par des couloirs de service, essayant de contourner les positions ukrainiennes. Mais les observateurs aériens, connectés aux satellites et aux capteurs thermiques, virent tout. En moins d'une minute, les coordonnées furent transmises aux unités Stugna P embusquées sur les lignes d'approche. Les missiles antichars s'élancèrent, traçant des lignes lumineuses dans l'air. Les premiers impacts stoppèrent les chars en tête de colonne. Le reste du convoi tenta de reculer, mais l'artillerie avait déjà verrouillé le périmètre. Les explosions qui suivirent furent brèves, précises, terribles dans leur exactitude. Le sol trembla. Les équipages survivants abandonnèrent leurs véhicules et cherchèrent refuge dans les décombres. Mais il n'y avait plus d'endroit sûr. Le ciel appartenait à l'adversaire, les communications étaient coupées, et chaque tentative de regroupement se heurtait à des frappes quasi instantanées. Les écrans du commandement russe se couvrirent de neige électronique avant de s'éteindre définitivement. Sous terre, dans les couloirs de béton, les ingénieurs ukrainiens atteignirent enfin les portes du poste de commandement central. L'endroit était conçu pour résister à un siège, mais pas à une infiltration technologique de ce niveau. Les robots posèrent des charges de découpe silencieuses, les plaques d'acier se fendirent, et les soldats d'assaut pénétrèrent à l'intérieur. Les défenseurs tentèrent de résister, mais le désordre régnait. Les communications internes, brouillées par leur propre système, empêchaient toute coordination. Quelques échanges de tirs éclatèrent dans les couloirs, étouffés par les murs. En moins de 10 minutes, le centre de commandement de Belbek était neutralisé. L'impact fut immédiat et colossal. Sans ses relais principaux, la défense aérienne de la région s'effondra en partie. Les radars côtiers cessèrent d'émettre et les unités navales stationnées dans la baie de Sébastopol perdirent le contact. Pour la première fois depuis le début du conflit, la Crimée semblait vulnérable, exposée. Ce qui se passait à Belbek n'était plus une simple bataille, c'était une démonstration de supériorité technologique et tactique. Mais ce qui frappa le plus les observateurs internationaux, c'était la discipline affichée. Aucun bombardement aveugle, aucun tir incontrôlé. L'opération suivait une logique méthodique, presque chirurgicale. Les corridors humanitaires étaient déjà en préparation, les zones médicales prêtes à accueillir blessés et prisonniers, quelle que soit leur nationalité. L'objectif n'était plus seulement militaire, il était aussi symbolique, prouver que la guerre moderne pouvait se mener sans basculer dans la destruction totale. Les drones ukrainiens continuaient de voler, mais désormais, leurs caméras ne cherchaient plus des cibles. Elles suivaient les mouvements des secours, les évacuations, les véhicules blindés transformés en ambulances. Le contraste était saisissant. Quelques heures plus tôt, la base n'était qu'un champ de flammes, et voilà qu'elle devenait un centre d'opérations humanitaires sous surveillance aérienne. Ce basculement ne passa pas inaperçu. Dans les médias européens, à Kiev, à Londres, à Paris, les analystes parlaient déjà d'un tournant stratégique. Belbek n'était pas simplement tombée, elle avait été reprise d'une manière qui bouleversait la perception du champ de bataille moderne. La coordination parfaite entre les systèmes autonomes, l'artillerie de précision, les chasseurs pilotés et les unités au sol dessinait le visage d'une nouvelle ère militaire. Mais tandis que la base passait lentement sous contrôle ukrainien, les radars de surveillance détectèrent un mouvement anormal à l'est. Quelque chose s'approchait, lentement, organisé, lourd. Des signaux thermiques multiples. Les caméras zoomèrent. Ce qui s'avançait, c'était une colonne russe. Des chars, des drones terrestres et des véhicules robotisés Iran 9, estimés à 3 millions de dollars l'unité. Ils avançaient en formation serrée, accompagnés d'unités mécanisées. C'était le contre-attaque que tout le monde redoutait. Les capteurs ukrainiens captèrent le déploiement. Les commandants ordonnèrent de ne pas paniquer.
Le terrain était connu, les positions bien établies. Les canons 2S3 furent réalignés, les drones repositionnés, les équipes Stugna P prêtes à tirer. Le commandement ukrainien savait que la prochaine heure déciderait du sort de Belbek. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la tension atteignit son paroxysme, que la vraie bataille commença. Celle qui allait transformer Belbek non plus en simple victoire tactique, mais en symbole historique. Ce qui allait suivre allait surprendre le monde entier. Le grondement de la contre-attaque se fit entendre comme un tremblement lointain, d'abord confondu avec les échos des explosions précédentes, puis s'amplifiant jusqu'à devenir une clameur continue. Au nord de Belbek, les T-72B3 russes, soutenus par des robots de combat Uran 9, sortirent de leurs abris de fortune. Leurs moteurs rugissaient, projetant des nuages de poussière et de fumée au-dessus des ruines du tarmac. Ils avançaient en formation serrée, les tourelles pivotant lentement, les capteurs infrarouges cherchant des cibles. Pour un instant, l'espoir d'une percée sembla possible. Les équipages russes voulaient briser l'encerclement, rouvrir un corridor vers le nord, reprendre le contrôle d'une partie du terrain perdu. Mais la scène qui se déroula ensuite démontra à quel point la bataille avait changé de nature. Les unités ukrainiennes étaient déjà prêtes. Les coordonnées de chaque couloir de sortie avaient été calculées à l'avance, enregistrées dans les systèmes de tir automatisés des 2S3 et des canons automoteurs 2S35. Dès que les premières silhouettes apparurent sur les caméras thermiques, les ordres furent donnés. Une salve complète se déchaîna sur les zones de passage. Les explosions se succédèrent sans interruption. Les chars en tête de colonne furent touchés, bloquant immédiatement la progression des suivants. Les équipages tentèrent de manœuvrer, mais les tirs croisés des missiles Stugna P transformèrent la piste en un corridor de feu. Chaque impact soulevait un nuage d'étincelles et de poussière mêlés de métal fondu. À mesure que les secondes passaient, l'offensive russe se désintégrait. Les chars isolés tentaient de se replier, mais les drones FPV ukrainiens descendaient en piqué, frappant les flancs et les points de chaleur des véhicules. Ces drones, contrôlés depuis des postes mobiles à plusieurs kilomètres, agissaient en meute, suivant des trajectoires préprogrammées avant d'être ajustés à la dernière seconde. Aucun système de défense rapproché ne pouvait les arrêter. Les Uran 9, pourtant redoutés pour leurs canons automatiques, furent submergés, aveuglés par les signaux brouillés et détruits un à un. Sur les écrans des centres de commandement ukrainiens, la carte du champ de bataille se couvrait de points rouges clignotants qui s'éteignaient un à un. L'image était saisissante. La colonne d'assaut russe, lancée avec espoir et puissance, se désagrégeait en quelques dizaines de minutes. Ce n'était plus une bataille de chars traditionnelle, c'était une symphonie technologique où chaque élément, drone, canon, robot, brouilleur, jouait sa partition dans un ensemble parfaitement coordonné. Sur le terrain, les T-64BV ukrainiens, camouflés derrière des hangars effondrés, avançaient méthodiquement. Ils tiraient, reculaient, changeaient de position avant même que les contre-batteries russes ne puissent riposter. Chaque mouvement semblait chorégraphié, anticipé. Les équipages agissaient avec calme, appuyés par des équipes d'observation au sol qui corrigeaient les tirs à partir des images aériennes transmises en direct. Les canons tonnaient sans relâche. À chaque tir, un véhicule adverse s'immobilisait, frappé à la tourelle ou au châssis. Le champ de bataille se transforma peu à peu en un enchevêtrement de carcasses fumantes. Les communications russes, déjà instables, finirent par s'effondrer complètement. Les fréquences militaires se mêlèrent à des interférences, des ordres contradictoires circulaient. Certains groupes tentaient de rejoindre les lignes de repli, d'autres continuaient à avancer, sans savoir que le reste de leur unité avait déjà été détruit. L'illusion d'un commandement centralisé s'était dissipée. À Belbek, chaque équipage combattait désormais seul, coupé de tout. Pendant ce temps, les Ukrainiens étendaient leur emprise sur la base. Les sapeurs dégageaient les couloirs, les ingénieurs réparaient les zones critiques pour rétablir un minimum d'alimentation. Les unités médicales furent déployées presque immédiatement après la fin des combats. Des véhicules blindés convertis en ambulances transportaient les blessés vers des zones sécurisées. Dans les hangars nettoyés, des postes de secours furent installés. Les blessés ukrainiens et russes y furent traités côte à côte, dans un silence presque religieux. Les médecins militaires travaillaient sans relâche, appuyés par des drones logistiques qui livraient bandages, sérums et matériel chirurgical depuis les dépôts arrière. L'image de la base changeait à vue d'œil.
Là où les flammes dominaient quelques heures plus tôt, on voyait désormais des colonnes de secours, des équipes d'ingénieurs, des chars immobilisés transformés en postes de commandement temporaires. L'ordre renaissait lentement au milieu des ruines. L'état-major ukrainien décida de transformer Belbek en un centre logistique et humanitaire. Des convois arrivèrent depuis Kherson et Mykolaïv, chargés de matériel médical, de vivres et de générateurs. Des abris temporaires furent dressés dans les hangars encore debout. Des couloirs humanitaires furent ouverts, permettant l'évacuation des civils blessés et des prisonniers. Les drones continuaient de patrouiller au-dessus de la zone, non plus pour attaquer, mais pour surveiller. Ils assuraient la sécurité du périmètre, détectaient les mines non explosées, guidaient les convois de secours. Ce contraste frappa tous les observateurs. L'instrument de destruction se transformait en outil de protection. Les caméras de plusieurs chaînes internationales capturèrent les images des premiers évacués traversant la piste éventrée, entourés de soldats armés, non plus pour combattre, mais pour sécuriser leur passage. Dans les capitales occidentales, les images firent le tour du monde. Les analystes militaires parlaient d'une opération exemplaire, combinant précision, contrôle et discipline. Belbek était devenu le symbole d'un tournant stratégique. En neutralisant une base aérienne majeure sans recours à des bombardements massifs, l'Ukraine démontrait que la supériorité technologique et la coordination pouvaient l'emporter sur la masse et la puissance brute. L'équilibre des forces dans la région de la mer Noire en fut immédiatement affecté. Les experts soulignèrent que la perte de Belbek priverait la Russie d'une plateforme clé pour ses opérations aériennes sur le sud de l'Ukraine et sur la mer Noire. Mais au-delà des chiffres et des analyses, un message plus profond se dégageait. L'armée ukrainienne venait de prouver qu'elle pouvait mener une opération d'envergure tout en respectant des règles strictes d'engagement. Les corridors médicaux, les zones neutres, la récupération des blessés ennemis étaient autant de signes d'une guerre menée avec une précision inédite. Les réseaux sociaux s'enflammèrent.